La République démocratique du Congo, votre pays, notre pays, est en train justement à ce jour, en train de vivre un débat qui soulève beaucoup de questionnements. Un débat, il s'avère houleux, dont l'issue reste pour le moment incertain. Qui des oui et qui des non vont devoir l'emporter sur cette question épineuse du changement de la Constitution, la question des mœurs. Nous parlerons également, messieurs, dames, des États généraux de la justice, de façon passagère, avec notre expert maison sous cette question. Enfin, nous allons aborder la question liée au détournement et au vol des deniers publics. Il y a des révélations importantes, notamment du média Africa Intelligence, depuis la nuit dernière. Merci d'être avec nous dans votre émission. Entre les lignes, nous recevons Maître Oscar Moubiaï. Maître Oscar Moubiaï n'est plus à présenter, parce que vous le connaissez certainement très bien. Il est coordonnateur de l'ONG État de droit marche. Il est également avocat au barreau de Lille. En France, il nous fait l'honneur donc de venir commenter ces questions d'actualité avec nous, avec vous. Maître Moubiaï, bonjour, bienvenue dans Entre les lignes, une nouvelle fois. Merci, Monsieur Dan, c'est toujours un plaisir, un honneur d'être là, surtout une responsabilité pour éclairer l'opinion, surtout en ce moment où notre pays s'apprête à tourner la page de son histoire. Vous êtes très attendu de cette question de changement de la Constitution, surtout depuis la dernière sortie médiatique du président à Lubumbashi, où il a dit qu'il était le garant de la nation et qu'il a le prérogative de pouvoir engager ce débat pour cette initiative de changement ou de révision constitutionnelle. Mais le plus grand problème, ce que lui reprochent ses détracteurs de l'opposition, c'est notamment l'interprétation de l'article 217 de la Constitution. Le chef, dans son allocution, disait que cet article faisait l'objet ou permettait à ce que le Congo puisse céder des pans entiers du territoire aux États voisins. Oui, mais M. Dan, le président de la République a totalement raison de dire et de présenter ses inquiétudes par rapport à cet article qui n'est qu'une inspiration de ceux qui convoitent nos terres, pour ne pas dire des belligérants, et précisément pour ne pas dire d'inspiration totalement rwandaise. Maintenant, quand on dit ça, on l'assume. Et quand on assume ça, on l'assume non pas sur base d'humeur, de sentiments des uns et des autres, mais sur base de la science. Le président a totalement raison. Totalement raison. Alors, maintenant, je vais citer quand même ceux qui disent ce que le prof Bochabo appellerait facilement des inepties. Je le cite non pas pour une polémique quelconque, mais c'est pour provoquer le débat. Le premier d'entre eux, qui n'est pas par ailleurs juriste, c'est M. Bob Kabamba. On ne doute pas de ses mérites, de ses connaissances, mais on ne voudra pas quand même laisser une opinion que l'on va qualifier de dominante pour venir nous faire gober des hérésies. Voilà. M. Bobo Kabamba, c'est ce que l'on appelle en Europe un bon noir. Un bon noir, c'est celui qui est au service de l'Occident, qui veut parler comme eux, donc un noir de caviar, comme on dirait. Et donc, monsieur ici a été envoyé au Congo pour, soi-disant, expert, afin de rédiger pour nous la Constitution. Est-ce qu'on ne s'écarte pas de la question de l'article 217, M. Oscar Moubiaï? Mais là, moi, j'ai posé la 217. question de savoir... Mais je réponds à l'article 217. Allez-y. L'article 217, qu'est-ce que ce monsieur vient vous dire? M. Kabamba. Oui, parce que lui dit le président de la République a menti. Le président de la République, évidemment, il y a aussi des Fayoulou, il y a des Kamitatou, il y a des Sessanga. Bon, tout le monde là s'est exprimé, mais interrogeons maintenant les textes. Okay. Parce que le problème, ce n'est pas d'être dans la haine
Le problème, ce n'est pas d'être dans ses humeurs. Non. La question est là. Lisez-moi l'article 217. Ne perdez pas votre temps d'aller sur une longue lecture. C'est seulement la partie où dit le Congo peut, n'est-ce pas? Juste un seul alinéa d'ailleurs. Oui, bon, voilà, qu'est-ce que ça dit? La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Soulignez bien, les accords ont pour objet l'abandon des souverainetés. On est d'accord, c'est ça l'objet. Le Congo peut signer les accords comportant l'abandon des souverainetés. C'est ça l'objet de l'accord. Maintenant, ils vous disent, tout le monde que j'ai cité là, vient vous dire, mais vous n'avez rien compris. Cet article-là est dans le cadre de ce qu'on appelle accords et traités dans le but de promouvoir l'unité africaine. Très bien. Première question. Pour promouvoir l'unité africaine, et ce qu'ils appellent à tort le panafricanisme, pas ça le panafricanisme. Bon, pour promouvoir l'unité africaine, que l'on puisse dire encore que non, nous avons même eu cité de l'OIA. Bon, très bien. Est-ce que l'État congolais est-il seul à promouvoir l'unité africaine ou l'unité africaine se met ensemble avec d'autres pays? La réponse est que l'État, pour promouvoir l'unité africaine, Congo ne doit pas être seul, même si nous voulons qu'il soit le moteur de cette unité africaine. Alors, maintenant, on peut interroger. De tous les pays africains que nous avons, je me suis permis à lire et analyser leur constitution. La disposition de l'article 217, telle que rédigée par nous, ne figure pas dans d'autres constitutions de nos voisins et principalement du Rwanda. Vous parlez du Rwanda seulement ou de nos voisins. Mais il n'y a pas que le Rwanda ou nos voisins parmi les États africains qui promeuvent cette unité africaine dans leur constitution. À tout ce monde-là de m'apporter la constitution d'un autre pays que nous. Le Bénin. Qui dit? La Côte d'Ivoire. Qui dit quoi? Le Sénégal. Non, dis-moi, ça dit quoi? L'esprit, c'est le même. Non. Promotion de l'unité africaine, céder la souveraineté partiellement pour la promotion de l'unité africaine. Non. C'est le même esprit. Bien que les phrases peuvent un peu converger. Vous dites le même esprit. Les phrases ne peuvent pas être identiques. Soyons clairs. Ouais. Le problème ne se pose pas en termes d'esprit. Le problème se pose en ces termes-ci. Quand je dis il n'y a aucun pays, je vous attendais venir. Parce que vous faites une lecture isolée de l'article 217. Il faut combiner l'article 217 pour comprendre sa dangerosité. Il faut le lire de manière combinée avec l'article 9 de notre Constitution. Maintenant, vous pouvez prendre connaissance de l'article 9. Pour comprendre les dangers de l'article 217, les dangers ne logent pas dans 217. Les dangers se logent à l'article 9. Mais là, vous ne pensez pas que vous contredisez le chef de l'État? Comment ça? Parce que vous dites que le danger ne loge pas dans 217. Or, le chef de l'État dit que le problème, nous avons des articles qui posent problème, notamment le 217, qui consacre la cession des terres. Mais nous disons la même chose avec le chef de l'État. 217 vient concrétiser 9. C'est par le 9 qu'il faut commencer pour voir la dangerosité de 217. Donc si vous n'avez pas lu 9, vous ne verrez pas les dangers de 217. C'est pour ça que ceux qui vous lisent 217, en l'isolant de l'article 9, n'arrivent pas à comprendre les dangers de cela. Voilà, article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sous le sol, le sous-sol, les eaux. On s'arrête là. Ouais. Donc l'article 9 dit l'État exerce une souveraineté permanente. D'accord? Soulignez bien, l'État exerce une souveraineté. Or, dans aucune
autre constitution de ce que vous avez cité, il n'y a pas cette disposition-là. Cette disposition de l'article 9 vient remplacer ce qui est dans notre tradition constitutionnelle. Vient remplacer quelle formule? Les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État. Si on avait dit, parce que j'entends maintenant les autres venir dire, que même les papas de Tshisekedi Etienne, enfin de Tshisekedi Félix, donc M. Etienne Tshisekedi, ils prennent les arguments de filiation, alors qu'en science, il n'y a pas question d'enfant, de papa, de... Non. Mais alors, quand M. Etienne Tshisekedi, avec Deliaou, dans la constitution de 1967, ont rédigé la disposition de 217. Déjà, il faut noter que les rédacteurs de la constitution de 2006, ils se vantent de dire que c'est la meilleure constitution. Mais quand on y regarde de plus près, ils disent que nous avons copié le passé. Alors que notre constitution de 2000 ici, voilà la raison pourquoi on va la changer, devrait être une rupture avec le passé. Mais aujourd'hui, on nous ramène dans le passé pour dire Mobutu l'avait fait, Tshisekedi l'avait fait. Déjà là, ça la preuve que la constitution n'a pas marqué la rupture, n'a fait que faire du copier-coller avec le passé. Et si on a fait du copier-coller, alors en quoi elle serait meilleure que toutes les autres du passé parce que vous n'avez fait que copier le passé? Ça, c'est une observation comme ça. C'est aussi votre avis. En termes de, on va dire, de méthode. Mais quant au fond, vous avez compris ceci. Là où nous, on disait dans le passé que les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État. À quel moment on a commencé à dire le sol et les sous-sols appartiennent à l'État? Vous connaissez ce et qu'on quelle est la appelé, circonstance qui a prévalu pour justement qu'on arrive à cette promotion de cette nouvelle constitution? Tout le monde connaît. Quel a été l'élément déclencheur? Tout le monde connaît ce que l'on appelle la loi Bakajika. Oui. Elle est plus que claire. Les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État congolais. Les belligérants, inspirés d'ailleurs, ont, eux, remplacé cette formule par une autre, qui est que l'État assure sa souveraineté, ils ajoutent permanente. Quelle est la différence? Je vous ai déjà indiqué largement la différence. Quand on dit les sols et les sous-sols, ça appartient à l'État, ça veut dire que l'État congolais a les droits de propriété sur son sol et son sous-sol. Et les droits de propriété en droit ne se perdent jamais ou ne se perdent pas, sauf sous les conditions légales. Ça voudrait dire, par condition légale, il y a des lois qui prévoient comment on peut acquérir, n'est-ce pas? Sauf que le sol est inaliénable. Vous comprenez qu'on ne peut pas vendre le sol. Donc c'est là que quand vous êtes propriétaire, on ne conçoit pas que vous puissiez perdre votre sol. Alors, en revanche, quand on dit on assure la souveraineté peut se perdre à tout moment. C'est quoi la souveraineté? C'est le monopole que l'on a dans le contrôle de son territoire. Or, suite à une agression, comme c'est le cas maintenant, nous n'avons plus le contrôle de certains de nos territoires à l'Est. La logique de cette constitution voudrait que, comme on n'exerce plus notre souveraineté sur les territoires de l'Est, nous les avons perdus. Et c'est pour cela que vous avez suivi la rébellion des Danga vous dire qu'on a violé leur espace aérien. Pourquoi? Parce que les rebelles... Ils se basent sur la Constitution. Pour dire cela. C'est clair, non?
Quand vous n'exercez pas la souveraineté, vous avez perdu. Alors, maintenant, on va vous dire ceci. Vous pouvez maintenant prendre connaissance de l'article 214. On vous dit, mais M. Tshisekedi a dit n'importe quoi parce qu'il n'a pas lu l'article 200. Vous avez compris pourquoi le président Tshisekedi estime qu'il est inadmissible qu'on puisse, même en rêve, concevoir la perte de son territoire. Mais Maître Oscar Mugai, Oui. quand on adhère à une organisation internationale, est-ce que quelque part on ne cède pas une certaine compétence dévolue à un État? Non, il y a déjà en la matière, il y a des compétences que l'on appelle des compétences inaliénables. C'est ce que l'on appelle des compétences de souveraineté. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas aliéner certaines compétences dites récaliennes. Ça ne se cède pas, ça ne s'aliène pas. Maintenant, dans le cadre des coopérations, c'est ça, cet article est mis dans ce que l'on appelle accords et traités. Alors, nous disons, le problème ne se poserait pas s'il n'y avait pas l'article 9. Si on avait dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, il n'y aurait pas de problème de dire que l'on peut céder notre souveraineté parce que dans la notion de souveraineté, il n'y a pas la notion de cession du territoire. Or, on a entretenu une confusion. Dans cette constitution-là, vous ne trouvez que 2 ou 3 articles où le mot souveraineté est repris. Vous avez à l'article 5, on parle de la souveraineté. Cette souveraineté n'est pas à confondre. L'article 5 dit la souveraineté appartient au peuple. Ça voudrait dire on demande qui est le titulaire dans un état du pouvoir. Le titulaire du pouvoir, c'est le peuple qui peut l'exercer soit directement, par voie de ce que vous appelez référendum, soit par ses représentants, par voie d'élection. Ça, c'est le mot souveraineté qui ne prête aucune confusion. Maintenant, nous arrivons à l'article 9. Là, on utilise sciemment, mais en cachant, on utilise les mots de souveraineté au lieu de parler de la propriété. Cette souveraineté de l'article 9 entraîne une confusion avec l'article 217 à partir du moment que l'on dit qu'on peut céder sa souveraineté pour promouvoir. Mais maintenant, si vous dites que vous pouvez céder la souveraineté et que l'on dit en même temps que l'on assure la souveraineté sur un territoire, vous comprenez, quand on n'a plus la souveraineté sur un territoire, on l'a perdu. Maintenant, on va venir vous dire, oui, dans le cas de coopération, on peut céder la souveraineté. D'accord, mais là, la souveraineté n'est pas entendue comme étant territoire. Là, la souveraineté est entendue comme étant compétence. Donc, en matière des accords... Donc, dans cette constitution, la souveraineté est égale à la compétence, en quelque sorte. Non, dans cette constitution, la souveraineté est égale au territoire. Est égale au territoire, c'est ce que je voulais dire. À l'article 9. L'article 9 dit que la souveraineté est égale au territoire. D'accord. OK. D'accord. C'est pour ça qu'on dit l'État... Ce sont vos propos, c'est aux téléspectateurs. Non, mais parce qu'on dit l'État exerce sa souveraineté sur les territoires. Ça voudrait dire que quand tu n'exerces plus la souveraineté sur les territoires, tu l'as perdu. Alors, si dans cet entendement, on prend souveraineté comme territoire et que l'on vous dit qu'on peut le céder, et là, c'est là où il y a tout problème. C'est là que le président de la République a raison de dire non, nous ne pouvons pas accepter de pareils articles. Et donc maintenant, on vient vous dire, à l'article 214, que vous n'avez rien compris, parce que l'article 214 dit que on ne peut pas céder les territoires sans qu'il y ait référendum. On ne peut pas céder les territoires sans qu'il y ait ratification, approbation. Donc, pour qu'on se comprenne très bien, vous pouvez lire l'article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. Très bien. Alors là, vous comprenez quand nous sortons de l'article 217 déjà, vous comprenez quand M. Bouchab a raison de dire que bon, ce sont des articles avec ineptie et redondants. Vous comprenez qu'on vous dit à l'article 215 que les traités, ratification, c'est par voie d'assemblée. Vous signez un traité, pour qu'il entre en vigueur, il passe par l'assemblée qui va le ratifier. Approbation, c'est passant par les gouvernements. D'accord? Parce que les accords sont signés par les gouvernements et puis on va les approuver. Maintenant, ils disent qu'ils se sont protégés. C'est là qu'on a vendu notre pays. Il dit qu'on est protégé parce qu'on a dit l'article 215. Oui, je suis là. On dit sous réserve de son application par l'autre partie. Mais là, il s'agit de traités bilatéraux. Ça veut dire que moi, j'accepte ce que j'ai signé avec vous, pour autant que vous puissiez aussi le faire. C'est que les latinistes ils disent do ut das, je te donne pour que tu me donnes. Donc, c'est des obligations réciproques. Très bien. Maintenant, il y a beaucoup de traités comme accords qui, pour entrer en vigueur, n'ont pas besoin de ratification ni d'approbation. Il y en a beaucoup. Quand vous prenez les traités de Rome, ça veut dire qu'il y a des traités, dès qu'on a atteint un certain nombre de signatures, n'est-ce pas, ça entre en vigueur sans que ça soit passé par voie de ratification. Parce que là, il s'agit des traités bilatéraux, on dit, pour autant que vous fassiez aussi. Mais dans les traités multilatéraux, là, ça ne demande pas, ça entre en vigueur dès que vous avez atteint un nombre de signatures. C'est comme les traités de statut de Rome, comme je crois aussi, vous avez ici ce qu'on appelle l'OADA. Les gens vont signer. L'on sait qu'à partir de tel nombre de signatures, ça entre en vigueur. Et quand c'est entré en vigueur et que vous n'avez pas encore ratifié, comment vous allez opposer si l'autre, sur base de ça, a déjà dit que bon, vous m'avez cédé votre territoire et c'est déjà à moi. Bon, il va s'en prévaloir sans attendre votre ratification. Et encore une fois, sur l'article 215 que vous lisez, qu'est-ce qu'il est dit? Une fois que les traités sont signés ou ratifiés, ils ont une valeur supérieure à la loi. Aux lois. Ok. Ça voudrait dire qu'on soit clair, Dan. Ça voudrait dire que moi, je signe un accord ou un traité concédant une partie du territoire. De souveraineté que vous appelez territoire. Pour vous, souveraineté égale territoire. Très bien. Ça, on a déjà compris, on avance. Moi, je ne pourrais pas dire ça. Vous avez dit ça, c'est eux qui ont dit. Vous avez dit que dans cette constitution, la souveraineté est égale au territoire. C'est ça des sottises. Ça va. Dan, oui. Si vous avez une voiture, elle vous appartient. Bien sûr. Vous dites que c'est ma voiture. Ouais. Les droits qui est consacré sur cette voiture, on l'appelle droit de propriété. D'accord? Maintenant, au lieu qu'on vous dise que vous puissiez vous Dan affirmer que c'est votre voiture, on vous dit, il faut dire que j'assure le contrôle de ma voiture. Vous voyez la différence? Pendant que vous dormez la nuit, les voleurs viennent, ils vous volent la voiture. Est-ce que vous assurez encore le contrôle de cette voiture? La réponse est non. Puisque vous n'assurez plus le contrôle de votre voiture, qui a été volée par le voleur, elle est encore à vous. La réponse, non. Mais si vous dites que c'est votre voiture et que le voleur la vole la nuit, quand on la retrouve, vous la récupérez. D'accord. Elle est à vous. Et donc, j'aimerais que vous expliquiez la notion de la souveraineté permanente et de la souveraineté non permanente. Non, la souveraineté est toujours permanente. Je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté ça. C'est une redondance. Vous voyez une souveraineté provisoire. C'est une redondance. Donc ça voudrait dire... Ça vous dit quand... Un problème de texte. Monsieur Dan, voilà. Quand vous prenez les chapitres là, ça s'appelle accord et traité.
Ok? Dans ce chapitre-là, on parle des traités et des accords. Dans cette constitution, l'on vous dit des inepties. Le terme ne vient pas de moi, de prof Bochab, et il a raison. Voilà les inepties. La première ineptie, c'est d'avoir conçu quelque part que nous pouvons céder notre territoire. Là, ce n'est pas dans l'article 217. C'est plus loin quand vous allez à l'article 216. Les accords d'adjonction, tout ça. 216, vers la fin. Au même endroit où vous êtes. Oui, je suis là. Oui, qu'est-ce qui est dit vers la fin là-bas? Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième de député ou un dixième de sénateur, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution. La ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Après la révision de la Constitution. Ça voudrait dire que, comme on a voulu prêter ça à Raymond Tchiban, les ministres des Affaires étrangères ou des coopérations, En 2009. on dirait qu'il serait parti signer Avec le CNDP. Il serait allé signer des accords. Très bien. Maintenant, nous, on dit quoi? Nous, on dit non, mais nous sommes protégés par cette Constitution, parce que ça ne peut entrer en vigueur Qu'après révision. qu'après révision de la Constitution. Alors, je vous montre l'ineptie. Je vous ai déjà démontré qu'il y a des traités ou accords qui entrent en vigueur sans qu'il ne soit nécessaire que ça puisse passer par le Parlement. Oui. Première chose. Deuxième ineptie. L'on vous dit que ces accords ou traités-là, n'est-ce pas, quand c'est signé, ça a une primauté supérieure. Maintenant, la validité de cet accord des sessions des notaires, ils ont même conçu, c'est là où on dit qu'il y a la folie. Ça veut dire qu'on a même imaginé l'hypothèse de céder les territoires. 214. Voilà. On a même imaginé ça. Et puis on a dit qu'on commence à se protéger. Ça voudrait dire qu'on a mis les SPAP de sécurité. Mais je montre que les digues qu'on a placées, on va créer l'inondation. Et puis on dit nous avons les digues. Vous comprenez que c'est la folie de créer l'inondation et puis dire nous sommes protégés, nous avons mis les digues. Or, je vous démontre que les digues ne vont pas résister. Parce que, regardez, vous signez cela et vous devez affirmer que les accords et traités signés ont une primauté supérieure. C'est ce qu'on appelle le monisme. Donc nous sommes dans un système de monisme. Ça veut dire le droit international avec notre droit, ça fait un, et le droit international est supérieur au droit national. À condition qu'elle soit supérieure ou égale à nos lois. Sinon, il y aura révision constitutionnelle. Non, c'est supérieur. Supérieur ou égal? Non, c'est supérieur. Il y aura révision constitutionnelle si on trouve que ce que l'on a signé est contraire à la Constitution. Et voilà pourquoi je dis qu'il faut qu'elle soit égale à la Constitution. Sinon, il faut qu'il y ait révision. Non, que ce soit pas égal. Enfin. Oui, parce que... Pas égal, je comprends ce que vous voulez dire. Donc, que ce soit conforme. Voilà. Pas égal, mais conforme. Conforme. Parce que, voilà. Mais maintenant, dans cela, quand vous allez dire que ce n'est pas conforme à votre constitution, ça c'est un problème interne. Parce que votre constitution ne lit pas l'autre partie contractante. Oui. Alors, si l'autre partie contractante a déjà estimé que ce que vous avez signé là, vous m'avez cédé des terres, et que c'est déjà à lui, et que vous estimez que cet accord-là viole la Constitution, et donc il y aura un conflit. On est d'accord? Et dans ce conflit-là, puis c'est un conflit international, il ne sera pas tranché par nos cours et tribunaux. Ça sera tranché au niveau international. Et au niveau international, on va vous dire quoi? On va vous dire que ce que vous avez signé a une force supérieure à vos lois. Même si ça viole votre loi, c'est votre problème. C'est à nous d'amender notre loi pour qu'elle soit conforme à ces lois internationales. Non, vous allez amender votre loi pour valider la cession des terres. Mais, je sais pas, mais je sais pas. C'est ce qui est en train d'être dit là-bas. Qui c'est qui a dit Mais vous lisez, non, c'est noir sur blanc. Maintenant, enfin, autre chose, pour qu'on puisse sortir.
Peut-être ça c'est trop technique, mais il faut qu'on y sorte. Mais tout le débat central a été sur la question de l'article 217. Et là, je démontre que cet article 217 n'aurait posé aucun problème si n'était pas lu de manière combinée avec l'article 9. Donc à partir du moment qu'on dit on peut céder la souveraineté et qu'on n'a pas affirmé que le sol et le sous-sol nous appartiennent, mais on nous a dit que nous assurons la souveraineté, voilà la confusion. Et donc, et voilà enfin, autre monstruosité. Prenez l'article 216 que vous avez déjà lu. On a dit que s'il y a une clause comportant une violation de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le Premier ministre, le Sénat et consorts. Est-ce que vous avez vu le peuple là-bas? Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième des députés ou de sénateurs. Bon, un dixième des députés ou des sénateurs sont des représentants du peuple. Non. Est-ce que vous avez vu le peuple? Non. Vous n'avez pas vu le peuple. Voilà, quand il s'agit de céder nos terres, Les représentants du peuple. on écarte le peuple. Il y a le représentant du peuple. Non, s'il vous plaît. On a écarté le peuple. Les représentants du peuple, ce n'est pas le peuple lui-même. Le peuple peut voir les représentants qui font ce qui n'est pas sa volonté. C'est pour cela, à un moment donné, il y a toujours un divorce entre le peuple et son représentant. Nous t'avons élu, oui, pour autant que tu fasses notre volonté. Mais il y a souvent des représentants qui deviennent rebelles, qui ne font plus la volonté de leur peuple. Là, c'est un cas. Non, mais regardez maintenant la différence. Là, c'est le cas. Je suis en train de vous apporter la différence de rédaction de cette constitution qui va à la poubelle. Allez-y à l'article 218. Non, vous êtes très fort. Passez à l'article 218. S'il vous plaît, 218. C'est juste en bas de 217. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Citez maintenant. 1. Président. Au président. 2. Gouvernement après délibération au conseil. 3. À chacune des chambres du Parlement. À l'initiative. Une fraction du peuple congolais. Là, vous avez vu le peuple, n'est-ce pas? Pourquoi on n'a pas mis le peuple au 216? Là, on a cité explicitement le peuple. Je ne vais pas revenir dans ce que j'ai déjà dit. Hein. On va avancer quand même. Non, mais est-ce que vous avez compris? J'ai compris. J'ai compris. C'est au peuple de juger. Bon, parce on va que c'est comme si on va avancer. On avance, mais j'aime que vos téléspectateurs comprennent très bien. À l'article 216, où il est question de cession de notre souveraineté, maintenant mettez la souveraineté comme terre. C'est bon? Si vous écartez, ok, parfait. On n'a pas de problème. Mais là, il s'agit de la souveraineté d'un peuple. Vous comprenez? Là où il s'agit de la souveraineté d'un peuple, on a écarté le peuple à l'initiative populaire. C'est l'article 216. Nous pouvons le reprendre. Président, Premier ministre et député. Est-ce qu'on a cité le peuple là-bas? Non. Non, il faut... C'est vous qui avez la Constitution. Lisez, vous me regardez maintenant. Les gens vont croire que j'invente les histoires. Est-ce qu'à l'article 216, on a parlé de la fraction d'un peuple? On parle d'un dixième des de députés, un dixième de sénateurs. Ne faites pas la mauvaise foi. Non, je parle d'un dixième de députés. Citons avec vous. On a parlé du président. Le président de la République. Premier ministre. Premier ministre. Président de l'Assemblée nationale. Président du Sénat. Un dixième de députés. Un dixième de sénateurs. Est-ce qu'il y a peuple? Non. Allez-y maintenant à 218. 218. 216, c'est en ce qui concerne notre souveraineté. Même si nous sommes dans leur souveraineté dite internationale, pour aller céder notre souveraineté au sens des compétences, pas au sens des territoires. Admettons cela pour ce qu'on appelle l'unité africaine. Ça veut dire que là, le peuple accepte de céder sa souveraineté. Et là, pour cela, quant à la révision constitutionnelle, vous remarquez qu'on n'a pas à associer le peuple. Or, la démocratie, c'est quand on s'ouvre au peuple, on donne au peuple l'initiative. Quand il s'agit de la souveraineté, vous voyez qu'on n'a pas désigné le peuple. On est bien d'accord à l'article 216. Quand il s'agit maintenant des conflits internes ici, là, on a associé le peuple. Nous sommes à l'article 218. Il n'y a que deux endroits
216, pour la cession de notre souveraineté, le peuple est écarté. Or, quand chaque fois qu'on écarte un peuple, cette constitution-là n'est pas démocratique. Parce qu'une constitution démocratique prône ce qu'on appelle l'initiative populaire. Et là, au 216, le peuple est écarté. Donc, c'est que M. Tshisekedi vous dit, il veut donner la place au peuple. Le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple d'abord. Et voilà la réforme grandiose, l'unique qui vaille pour notre souveraineté, c'est celle que prône M. Tshisekedi. Maintenant, ceux qui viennent vous dire que nous allons marcher, maintenant nous allons être clairs avec le peuple. Et nous allons l'éclaircir. Et regardez à l'article 216, là où il faut qu'on vende nos terres, voilà qu'on a écarté votre initiative populaire. 216. Sans vous arrêter, hein, Maître Oscar Moubiaï, l'article 216 ne parle pas de vente ou de cession de terres. Oh là là. L'article 216 parle des traités ou encore accords internationaux consistant en quoi? Qui comportent une clause contraire à la Constitution. Mais c'est ce qu'on dit, non? Des clauses contraires ou des traités contraires à la Constitution. À la Constitution. Ça voudrait dire que les dirigeants vont aller signer des traités pour engager le peuple. N'est-ce pas? Et eux-mêmes qui ont signé les traités vont se tirer des balles sur eux-mêmes. Non. C'est pour cela, pour dire que ça comporte une clause contraire à la Constitution, qui doit saisir la Cour constitutionnelle? Le président, si c'est le président qui a signé un traité, lui-même va aller saisir la Cour constitutionnelle pour dire voilà, le traité que j'ai signé est contraire à la Constitution. Qui engage le peuple? Pour revenir à votre théorie de la représentation. C'est le représentant du peuple qui vont aller négocier pour le peuple. Et voilà qu'eux-mêmes, quand ils vont aller négocier, ils négocient des traités qui ont des clauses contraires à la Constitution. Est-ce qu'eux-mêmes là vont aller saisir la Cour constitutionnelle pour dire voilà, nous avons une clause contraire? Là, comme ils vont engager notre pays pour le vendre, ils ont écarté le peuple à la saisine de la Cour constitutionnelle. OK? Mais maintenant, je peux aller plus loin avec vous, monsieur. Je peux vous balader dans cette constitution. Maintenant, j'ai dit, vous allez à l'article 218. Là, regardez maintenant l'article 218. On dit quoi? Là, c'est déjà clair, c'est le président. Les 100 000 Congolais. 100 000 Congolais. Bon, encore dire 100 000 Congolais, ils ont imité les petits pays comme la Suisse. Au Congo, 100 000. Ça, vous pouvez sortir ici. Vous réunissez 100 000 personnes. Stade des Martyrs, ça fait déjà 80 000. Fallait à lui tout seul ou tout autre musicien remplir le stade. Donc, il suffit qu'il ajoute 20 000, il a changé la Constitution. C'est pour ça qu'on ajoute la majorité, parce que pour ne pas laisser la Constitution malléable. Là, eux-mêmes, ils ont laissé leur Constitution malléable en imitant la Suisse, qui est un petit pays. Pas 100 000 personnes en Suisse, c'est beaucoup de gens. On renforce la majorité pour empêcher à ce que la Constitution ne soit pas fragile. Mais là, ils ont imité aveuglément en disant 100 000 comme en Suisse. Alors qu'au Congo, 100 000, c'est rien. Bon, très bien. Là, au moins, on nous a accordé l'accès à l'initiative dite populaire. Vous avez vu, là, il ne s'agit pas de vendre des terres ou quoi que ce soit. Là où on a ouvert au peuple. Quand vous allez à l'article 162 de la Constitution, vous verrez que la saisine de la Cour constitutionnelle est également ouverte au peuple. Donc, ceci pour vous dire, peut-être c'est trop technique, c'était pour dire tout simplement... Non, ça va. C'était pour vous dire tout simplement... Ça passe. Que le peuple a été écarté à l'article 216. Maître Moubiaï, très bien. On a compris. Merci bien. Mais, Kamitatou dit qu'il y a déjà la nouvelle constitution en question existe déjà. Elle est déjà dans les officines. Tout ce qui sera fait comme mise en place d'une commission, ça ne sera que pour de la poudre de perlimpinpin. La constitution elle-même là existe déjà. Si Kamitatou dit ça, bon, pour peu que je connaisse ces messieurs, deux choses. Parce que c'est un peu embêtant et c'est là que nous devons inviter notre peuple à ouvrir l'œil. Parce qu'on considère que M. Tshisekedi serait un manipulateur, un menteur. Tous les noms d'oiseaux, on les lui prête. Mais maintenant, sur le terrain du débat comme ça,
vous comprenez qu'on a du mal à savoir par où M. Tshisekedi a menti. Donc, maintenant, quand Kamitatou dit ça, ce qui est choquant est que, d'abord, lui, M. Kamitatou, vous ne pouvez qu'aller dans sa ville, au Portugal, à Faro. C'est là qu'il construit avec l'argent de l'État. Si vous allez à Faro, on va vous montrer, voilà la maison de Kamitatou. C'est tout un domaine. Il est vivant, il m'écoute. Bon, très bien. Non, parce que... Ces arguments, s'il vous plaît. Non, nous allons... Là, c'est... Là, c'est personnel, c'est privé. Non, mais parce que vous avez aussi le droit de construire. Parce que non, lui, il voit à des attaques personnelles contre M. Tshisekedi. C'est pour ça que nous disons, monsieur, vous n'êtes pas saint. Et nous pouvons aller plus loin. Mais on n'entre pas sur ce terrain. J'étais en Centrafrique sur invitation du président Touadéra. OK? Et pour lors de son investiture comme président en 2016, j'ai eu l'avantage et le bonheur de l'avoir rencontré quand il n'était pas encore président, à Lille. Et quand il est devenu président, je me suis retrouvé en Centrafrique. D'accord? Tout heureux. Tout ce que nous disons ici, ces pays avec Jean-Pierre Mbemba, tout est parti de Centrafrique. Et je crois que M. Olivier Kamitatou en sait beaucoup plus. Sinon, je vais vous demander d'interroger un jour M. Karim, le président de l'Assemblée centrafricaine. Le débat est que quand on a eu un passé, il faut être modeste et non pas venir éblouir les Congolais avec certaines affirmations. Ceci dit, par rapport à ce qu'il affirme dans son affirmation, je n'ai pas vu un argument scientifique auquel je peux répondre. Qu'est-ce qu'il a dit de scientifique? Vous allez vous-même lire encore une fois et vous allez essayer de... Voilà, je n'ai rien vu de scientifique. Contrairement... En dehors du fait que oui. Il dit que M. Tshisekedi aurait menti, que la Constitution n'aurait pas été rédigée sur le territoire congolais. Vous prenez la Constitution parce que tout le monde est devenu constitutionnaliste et chacun est allé lire la Constitution. Vous prenez la Constitution de Luabourg. Quand vous ouvrez, on vous a dit ainsi fait rédiger à Luabourg. Vous prenez la Constitution de 67. On vous a dit ainsi fait rédiger à Kinshasa. Vous prenez la Constitution, je vous vois très bien, vous êtes en train de l'ouvrir. Regardez ce qu'on vous a indiqué une ville. Il n'y a pas. Donc je renvoie aux gens. Si c'était fait ici, pourquoi on ne dit pas? On a dit dans toutes les restes des constitutions, ainsi fait à tel endroit. Les opposants réunis... Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui. Quand on dit que, ça c'est M. Bob Kamamba qui l'a dit, que c'était seulement que les Congolais, mais il y avait une délégation d'experts. Les experts étaient venus faire quoi? Maintenant, ce n'est pas question de nombre. Parce qu'il y a un seul expert. Si nous sommes 1000 personnes, nous ne sommes pas journalistes. Nous réfléchissons sur un communiqué de presse où vous êtes seul journaliste. Tous 1000, vous allez nous dire ce que vous avez dit, et bien voilà comment on rédige. Tous nous allons accepter. Donc, ce n'est pas question de nombre. Mais quand on admet qu'il y avait des experts étrangers, 60 ans après notre indépendance, qu'est-ce qu'un expert étranger vient faire à la rédaction de notre Constitution? Et cet expert, quel était son apport? Un expert, c'est celui qui est clair. Si vous êtes aveugle et vous êtes conduit par un voyant qui est celui qu'on appelle expert, alors qui a conduit qui? Je crois que vous avez la réponse quand le président Tshisekedi dit que c'est une constitution rédigée par les étrangers. Mais la preuve, maintenant, nous venons de vous démontrer l'article 217. Je peux vous dire encore un autre article. Prenez l'article 51 de la Constitution. L'État assure, si on peut aller peut-être plus vite. 51. L'État assure... L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse. Vers la fin, l'État
Il a a le devoir de la promotion et la promotion des groupes vulnérables et toutes les minorités. Toutes les minorités. C'est quoi? Quelle est l'ethnie minoritaire au Congo? Bon, tout le monde ne réfléchissait pas. Quand on dit des minorités, les minorités qu'on a connues ici, qui ont dit qu'ils ont été persécutés, sont les Banyarwanda. Et donc, nous allons continuer, 18 ans après, à avoir une constitution pour les gens qui nous agressent, dire que nous devons assurer leur protection. Donc, les Bazombo ne sont pas minoritaires, les Baluba ne sont pas minoritaires, il n'y a que les Banyarwanda. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je ne sais pas, est-ce qu'ici on parle de Banyarwanda? Je n'ai pas vu. Mais écoutez, vous voulez qu'on vienne vous dire les choses clairement quand on vient vous voler. Quand on vient vous voler, on vous trompe, non? Moi, je n'ai pas vu le Banyarwanda. C'est pourquoi je pose la question, maître. Monsieur, il n'y a pas... Bon, demandez. Quand on dit minorité au Congo, il n'y a qu'un petit groupe qui nous fait la guerre au nom du fait qu'on ne reconnaît pas leurs droits des minorités. Et ces petits groupes-là... Les Pygmées ne sont pas une minorité? Mais est-ce que tu as déjà vu les Pygmées qui font la guerre? Non, je pose la question. Non, mais je vous dis, nous disons par rapport à ceux qui nous ont fait la guerre à travers cette constitution en disant qu'ils étaient des minoritaires non reconnus. Bon, très bien. J'ai vu encore lui, monsieur professeur Kabamba, et comme de Olivier Kamitat, comme de Sessanga, tout ça c'est très bien. Ils vont vous dire que non, combien de Rwandais, combien de Congolais sont au Rwanda. Ok? Très bien, mais qu'ils nous disent combien de Congolais qui sont au Rwanda, qui sont devenus une seule fois ministre, une seule fois chef d'état-major. Est-ce qu'un Congolais peut lever son petit doigt pour être même chef du quartier ou de la rue? Mais chez nous, les James Kaberé étaient des chefs d'état-major. Nous avons connu des ministres des Affaires étrangères qui ne sont plus là. Alors quand M. Tshisekedi vient vous dire que vous ne pouvez pas céder votre pays aux étrangers, vous voulez qu'il vous fasse un dessin? Avec cette constitution, avec les Rwandais que nous avons connus dans notre pays, vous avez des généraux, vous avez des ministres. Est-ce que vous avez déjà entendu un Congolais qui a revendiqué d'être ministre au Rwanda? Voilà, cher ami. Le même professeur Bob Kabamba disait que le changement de la Constitution est un acte de coup d'État constitutionnel, donc susceptible de haute trahison. Bon, tout simplement parce que, je le comprends, il n'est pas juriste. Bon, voilà. La Constitution, ce n'est pas une affaire de juriste. La Constitution, c'est un fait politique. Après, on les traduit en loi, en normes. Donc, quand on est politologue ou sociologue comme les messieurs que vous me citez, il peut parler de faits. Mais quand il faut rédiger, là, ce n'est plus... Ça devient une norme. Une norme est rédigée par un juriste. Comme ça a été peut-être dirigé et rédigé par des non-juristes, ça conduit à ce problème-là. Voilà, je vous donne un exemple simple. Pour une constitution nouvelle, ça voudrait dire qu'on amène un nouvel ordre politique. Pour passer d'un ordre politique à un autre, je vous ai déjà largement expliqué, il y a plusieurs modes. Il y a le mode violent et le mode non violent. Pour les modes non violents, ça existe. Le passage, nous avons dans l'histoire l'exemple. Nous avons en France, on est passé de la 4e à la 5e République. Et aujourd'hui, la France parle du passage à la 6e République sans qu'il y ait problème de coup d'État, sans un seul coup de feu. Donc, quand M. Bob vient vous dire, peut-être parce qu'il a suivi dans les livres François Mitterrand dire un coup d'État permanent, mais ça c'est une appréciation de l'ordre politique. Mais dans notre constitution, il est prévu le mécanisme, contrairement à ce que l'on dit, que la constitution n'a pas prévu le mécanisme de son changement. Non, c'est prévu. À quelle disposition? Bon, très bien. Vous avez l'article 218. Si. OK? On peut prendre une initiative de référendum populaire. N'est-ce pas? 218. Ouais. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président, au gouvernement, à chacune des chambres, à une faction. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue. Parce que vous lisez seulement les articles comme ça. Ça veut dire que le peuple peut prendre l'initiative d'un référendum. Mais ici, on ne parle pas de référendum. Comment on ne parle pas de référendum? On parle de l'article 218, oui ou non?
Non, il n'y a pas de... On ne parle pas de... L'initiative de quoi? De révision Oui. constitutionnelle. Oui. Oui. Mais cette révision constitutionnelle, c'est fait par quelle voie? Par voie de référendum sur une initiative, il faut un référendum, ou alors par voie d'assemblée, ce qu'on appelle le mode simplifié. Ça voudrait dire que nous avons, le peuple a l'initiative populaire. Ok? Les référendums, c'est quoi? Les référendums... C'est la consultation populaire. Non. Les référendums, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple lui-même. C'est ce qu'on appelle démocratie directe. Et l'article 5 vous dit que le peuple est souverain. Ça veut dire au-dessus de lui, il n'y a personne. Et le peuple qui prend l'initiative d'un référendum peut inscrire à l'ordre du jour de son référendum les changements de la Constitution et on crée ce qu'on appelle l'Assemblée constituante. Et cette Assemblée constituante est habilitée à rédiger la Constitution. C'est ce que la France a pu faire. Donc ce changement passe par l'article 218. Le peuple peut se prendre en charge et justement initier cette question de changement de la Constitution, l'inscrire au référendum et le peuple lui-même se décide. Et pour tout référendum, même si on a ouvert son initiative à plusieurs personnes, mais quel est l'acteur principal du référendum? Tout ne peut que passer par le président de la République. Oui, mais... Vous avez compris? J'ai compris, mais... Qui convoque pour les référendums? Seul le président de la République. Le petit problème, qu'il y a, c'est que Maître Oscar Boubiaï, oui. L'article 218 ne parle pas d'initiative du changement, l'initiative de la révision. Or, révision et changement, c'est deux concepts qui, Monsieur, qui ne sont pas les mêmes. Je ne parle pas d'initiative en termes de révision. Je parle d'initiative de référendum. Hein, et plus, à l'article 127, vous avez la possibilité de pétition. C'est ce qu'on appelle l'initiative populaire. Donc moi, Maître Mbiaye, d'ailleurs, je m'y engage. Avec mon état de droit en marche, je peux réunir 100 000 personnes très facilement. D'ailleurs, on va lancer la campagne. Et à partir de là, nous demandons au président de la République de convoquer le référendum et convoquer le référendum sur la question de changer ou réviser. Où est le problème? Vous basez sur l'article 218. Vous demanderez au chef d'État de baser sur l'article 218. Monsieur, regarde, quand vous prenez la Constitution française, à l'article 11 et 89, c'est la même rédaction que notre Constitution. OK? Et quand on voit le passage de la 4e à la 5e République, il y a eu le même schéma. Donc, maintenant, Bob Kabamba peut appeler ça un coup d'État. François Mitterrand l'a dit. Ça, c'est quand on est politicien. Mais du point de vue juridique, il n'y a pas eu coup d'État. Explicité à partir du moment que, oui, cher ami, on a pris... De la 4e à la 5e en France. En France. Expliciter un peu, Maître Oscar. Bon, très bien. Oui. On fait appel au général de Gaulle, OK, qui devient Premier ministre, qui est habilité par le Parlement à initier la rédaction de la nouvelle Constitution. Donc, il a eu l'habilitation de rédiger par voie parlementaire la Constitution. Il y a eu une loi. C'était encadré par la loi. C'est ce que je vous dis, non? C'est ça la procédure. Il y a eu une loi d'habilitation. Vous avez dit que les députés sont les représentants du peuple, n'est-ce pas? Bon, qui a la majorité parlementaire aujourd'hui? Qui a la... C'est l'union sacrée, le chef de l'État. Ouais. Qui est président de la République aujourd'hui? Bon, vous me posez des questions. Non, je vous suis en train... Je parle sous une forme interrogative. Allez-y, allez directement, au lieu de me poser des questions. Non, je suis en train de dire aujourd'hui, cette question, c'est une question des politiciens qui sont en train de distraire notre peuple. Parce que, déjà, du point de vue de cette constitution dont nous réclamons le changement, quand vous prenez cette constitution-là, la balance bascule vers le président de la République, il a tous les pouvoirs. Cette constitution-là donne à M. Tshisekedi tous les pouvoirs. Très bien. Mais la donc, disposition maintenant, aujourd'hui, non, s'il vous plaît, oui, c'est pour écarter l'argument selon lequel M. Tshisekedi serait en train de vouloir changer la constitution pour se maintenir ou s'attribuer le pouvoir. Ça, il n'y a aucun élément scientifique qui le dit. Parce qu'il a déjà beaucoup de pouvoir dans cette constitution-là. Aujourd'hui,
ce que M. Tshisekedi veut, c'est qu'on change l'ordre politique. L'ordre politique actuel de cette constitution, eux-mêmes le reconnaissent, c'est un ordre politique des belligérants qui ont été placés par le Rwanda, qui a envahi notre pays en 1997. De cet ordre politique rwandais est issu... L'UDPS a pris part à ce dialogue de Sun City qui nous a On ne parle pas de dialogue, on parle de l'ordre politique. Justement, qui est passé par ces processus-là. Mais écoutez, cher ami, est-ce qu'on se comprend très bien ou pas? Si. Que l'UDPS ait pris part ou pas, voilà. Il y a M. Condorcet qui dit ceci. Aucune génération n'a le pouvoir d'assujettir les futures générations à ces lois. Donc maintenant, ceux qui viennent vous dire, comme le professeur Onyemba, pour dire que les gens qui ont milité pour cette constitution sont déjà morts, et donc on ne peut plus la réviser, c'est comme parce que les gens sont morts, cette constitution restera éternelle. Non. Aucune génération n'a le pouvoir d'assujettir des nouvelles générations à ces lois. Donc toute constitution est frappée du principe de mutabilité. Ça voudrait dire toute constitution peut être révisée, modifiée et changée. D'accord? À partir de là, vous êtes en train de me demander sur une minute de vous décrire le mécanisme. Oui, parce que le prof Babou Kamamba lui-même dit qu'en 1958, De Gaulle a opéré un coup d'État. Ah, mais je ne sais pas. Vous basez sur ça? Qu'est-ce qu'il entend par coup d'État? Vous n'avez peut-être pas bien compris Bob Kabamba. Parce que lui-même vous a dit ceci. Bon, le problème, c'est qu'il parle au loin, à Liège, et puis il dit des choses, il ne vient pas ici pour vous éclairer. Lui-même a dit ceci. Quand on parle d'un coup d'État, ne voyez pas les gens qui ont pris les armes, on a tué le président. J'ai dit ça. Voilà, ce n'est pas ça. C'est inversement de l'ordre institutionnel établi. Déjà, quand le président, je crois que c'est M. Cotier, qui fait venir général de Gaulle, qui est Premier ministre, et on l'habilite par le Parlement pour changer la Constitution. Il n'y a pas eu un coup de feu. Maintenant, on peut vous dire qu'il y avait la crise d'Algérie. Mais nous avons aujourd'hui la crise de l'Est. En tout cas, donc vous avez ce que vous avez clairement compris. Vous ne partagez pas les points de vue, chacun a son point de vue, on comprend. C'est au peuple de trancher. Mais avancez. Ben, sauf que nous n'avons pas la chance, n'est-ce pas, d'être payés et soutenus par de Louis Michel pour voir TV5, France 24 nous ouvrir les médias. Ou même nos médias congolais ne sont pas ouverts. En tout cas, on n'ouvre pas les médias comme ceux-là qui sont en train de battre campagne contre les changements de la Constitution. Une petite complicité entre ces médias-là au étranger et cette volonté de... Mais ce sont des médias à qui, quand M. Bob Kabambo vous dit quoi, il vous dit que c'est Louis Michel qui m'a recommandé, et plus loin il a changé, que c'était le ministre des Affaires étrangères de la Belgique qui a demandé que Bob Kabamba vienne nous assister. Bon, très bien. Vous pensez que quand la Belgique envoie son expert à la rédaction de notre Constitution, vous pensez que la Belgique l'a fait parce qu'elle nous aime, la Belgique? Sur imposition, hein? On n'a pas demandé. Vous pensez que quand vous interrogez aujourd'hui les Congolais sur M. Louis Michel, vous pensez que les Congolais ont oublié tous les mal auxquels ils ont été matin, midi, soir pour dire, comme le Lumumba, soumis dans la dictature kabiliste. Donc pour dire, c'est clair. On va finir. Ben, je suis en train de finir avec vous. Oui. Pour vous dire que changer la Constitution appelle un changement de l'ordre politique. Nous avons quitté l'ordre colonial. Nous avons quitté la dictature de Mobutu et nous sommes entrés dans ce que l'on a appelé Troisième République, qui est un ordre venu d'ailleurs, du Rwanda avec la guerre d'agression. De cet ordre d'ailleurs, nous avons eu la parenthèse de l'histoire 18 ans de Kabila, qui nous a laissé cette constitution.
à laquelle lui-même Kabila le dit, l'Église catholique qui dit qu'elle est contre aujourd'hui du changement n'était pas d'accord avec cette constitution. Comment hier on était contre une constitution, aujourd'hui on ne veut plus qu'on la change. Les opposants aujourd'hui, tous confondus, et d'ailleurs issus de l'ordre de Rwanda. In tempore non suspecto. Pour eux, ils pensent que pendant cette période, ça permettra. Donc je vais vous dire tout simplement, au chef, si vous permettez, je suis en train de vous dire, non, je vais vous dire qu'il est impératif. Chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir. Pour notre génération future, nous aurons trahi l'avenir en laissant à nos enfants un ordre issu du Rwanda. Cette constitution, c'est l'ordre de l'AFDEL. L'AFDEL, c'est ça cette constitution. Monsieur Kabila... Kabila l'a appelé accord de l'Émirat. Comme vous voulez, mais toujours est-il que l'ordre actuel, la Troisième République... C'est une malédiction. Ce régime de monsieur Joseph Kabila qui nous laisse cette constitution. Monsieur Joseph Kabila, je ne suis pas là, seule l'histoire le jugera. Le bien qu'il a pu faire, comme le mal qu'il a pu faire, c'est l'histoire qui le jugera. Toujours est-il que l'histoire retient qu'il est issu de l'ordre de l'AFDEL. Et cette constitution, c'est l'ordre de l'AFDEL. Maintenant, la vraie question, 18 ans après, quand nous avons maintenant la chance d'avoir un président de la République comme Tshisekedi, avec tous les poids que l'on peut reconnaître plutôt dès l'histoire, de par sa position de digne successeur, au sens biologique comme au sens politique de M. Étienne Tshisekedi, dont on reconnaît les combats politiques. Pensez-vous que quand nous n'allons pas saisir cette chance, combien de temps allons-nous encore attendre pour avoir un président aussi légitime? Parce que pour changer la constitution, il faut avoir suffisamment de légitimité. Et donc... Ça, c'est une doctrine... mais vous allez le vivre dans peu... De droit constitutionnel. Mais parce que quand vous n'avez pas de légitimité... Le changement de la constitution, c'est quoi? C'est engager des réformes. Le changement de constitution est une réforme. Ça voudrait dire que nous devons repenser notre vouloir de vivre ensemble, la cohésion nationale. M. Fayoulou vous dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue pour qu'il y ait cohésion nationale. C'est ce que l'on appelle république. Monsieur, comment il s'appelle encore? Bon, on ne va pas aller plus. Non. Je parle des grands auteurs, je ne parle pas de celui que vous me citez. C'est Jean Jaurès. Définissez la République comme un acte de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, notre République, sommes-nous encore dans la cohésion? Aujourd'hui, est-ce le régime semi-présidentiel nous convient-il encore? Et au final, est-ce que cet ordre politique de l'AFDEL, ça nous convient encore? La réponse est non. C'est pour ça que nous prenons le changement de l'ordre politique pour revenir à nous-mêmes. Il y a Likambo, il y a Banamboka. Et pour revenir comme Banamboka, il faut changer cette constitution. Voilà, c'est ça l'esprit. Maintenant, vous voulez demander qui est populaire, qui ne l'est pas, qui a la légitimité, qui ne l'est pas. Mais on va vous soumettre à un petit exercice. Nous allons lancer la marche de soutien au changement de la Constitution. Vous verrez comment les rues seront abondées et que le camp du non lance aussi sa marche. Vous verrez s'il y aura des gens, et d'ailleurs, leur première tentative, on n'a que dénombrer un seul individu. Mais vous aurez constaté que, avec la différence entre Tshisekedi, quand il y a des marches, c'est 0 mort. Sur plus de 6 ans, vous êtes à 0 mort quand il y a des marches. Je vous en prie. Donc, il faut quitter l'ordre au-delà de tous les arguments.
Il faut quitter l'ordre de l'AFDEL pour entrer dans l'ordre. Il y a Likambo Amabele, il y a Banamboka. Merci. Pas l'ordre de l'IDPS, l'ordre il y a Banamboka. Tout à fait. Mais yo, Mutozo, Vous avez raison. moi je ne suis pas là pour que tu me donnes raison. L'ordre- Parce que toi tu dis l'ordre il y a IDPS. Non, Et ça l'ordre il y a Banamboka. Je n'ai pas dit ça. Maître Oscar Moubiaï, je n'ai pas dit ça. Bon, les caméras sont là, on va vous écouter. L'histoire va vous... il faut être du bon côté de l'histoire. Tout à fait. Bon, très bien. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. Aujourd'hui, vous m'avez moins attaqué. Hein? Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous serez clément envers moi parce que souvent, quand on fait une émission avec Moubiaï, j'ai beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques personnelles. Bon, ça m'aide aussi à travailler. Ça ne m'inquiète pas. Merci beaucoup surtout pour votre soutien hein, entre les lignes. On va se retrouver dans le prochainement. Les matières étaient nombreuses. On a État des généraux, de la justice. On a prévu beaucoup de matières, mais le temps nous fait défaut. Je crois que Maître Moubiaï est là. On va le recevoir encore une fois pour parler de chaque question de façon approfondie. Avec lui, c'est mieux qu'on prenne une question par émission pour qu'on aille de façon approfondie. Question de vous aider à bien comprendre. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.